Bon, écoutez, je vous propose de démarrer. Donc moi, très rapidement, je suis Bertrand Caron, CEO et cofondateur de Polypousse, et je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Satre, qui lui-même CEO et cofondateur de Réseauway. Donc le sujet, c'est les marchés nord-américains et globalement comment prendre les bonnes pratiques pour attaquer ce marché. Alors, ce que je vous propose déjà en 3 minutes, je vais être assez bref, c'est de vous rappeler pour ceux qui ne savent pas qui on est côté Polypousse. Donc Polypousse, en fait, on est une société donc basée à Lyon, cofondée il y a un peu plus de 4 ans. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner des startups, des sociétés innovantes qui ont entre 3 et 10 ans à accélérer leur business avec, vous le verrez après, une façon d'opérer et surtout une accélération de business qui se fait par plusieurs thématiques. Donc aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 30 sociétés au niveau national. On est 10 personnes pour opérer ça, donc à la fois basées à Lyon et en région. Donc on a des gens aussi sur les deux Savoies, Paris et l'ouest de la France, avec un modèle d'accompagnement qui est un peu à contre-pied du conseil, puisque nous, l'idée, c'est de proposer un abonnement sans engagement, avec un accompagnement qui est dans la durée, en fonction des priorités du dirigeant pour accélérer son business. Donc pour vous illustrer ça, de manière très simple, en fait, on a 5 grands volets qu'on est capable d'adresser avec les dirigeants et leurs équipes. C'est aussi bien la stratégie, le marketing, la communication, le financement et le commerce, qui sont bien évidemment tous des sujets et des moyens d'accélérer son business. Ce n'est pas uniquement d'ouvrir des portes, chose qu'on fait avec notre réseau, mais c'est sur ces différentes thématiques en fait qu'on accompagne les sociétés. Et avec une particularité, c'est vu que je vous disais qu'il n'y a pas d'engagement. En fait, on fixe des priorités dans le temps. Donc, typiquement, voilà, quand on démarre avec une société, c'est se fixer pendant les 3 premiers mois, puis les 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on va faire avec elle, sortir 1 ou 2 priorités qui vont lui permettre d'accélérer et de mettre à la fois nos équipes et notre réseau au service du dirigeant et de ses équipes. Voilà. Donc, aujourd'hui, écoutez, je touche du bois, mais les 30 entreprises qu'on accompagne sont pour la plupart clients depuis assez longtemps, puisqu'en moyenne, on accompagne des sociétés entre 2 et 3 ans. Par rapport à ça, on apporte aussi des modules de formation et des modules, on va dire, très spécifiques alignés sur la stratégie. Donc, je ne vais pas vous tous les expliquer aujourd'hui. Je vais me focuser sur un seul qui est le sujet du jour. Bien évidemment, depuis 4 ans, on accompagne ces dirigeants dans l'accélération du business, donc sur tous ces sujets. Et en fait, l'export et le côté international est forcément un sujet qui est revenu de plus en plus, avec plusieurs zones. Voilà, donc on a eu pas mal de zones de réflexion autour de l'Afrique, mais depuis maintenant 1 an et demi, vraiment des réflexions autour de l'Amérique du Nord, qui est un sujet, alors moi pour ma part, de mon expérience d'avant que j'avais traité, puisque j'ai aussi connu Laurent, qui se présentera après, il y a plusieurs années, au Québec lors de mon aventure entrepreneuriale précédente. Et en fait, on a co-construit ce que vous voyez en jaune, donc ce module AMNOR, qu'on va vous expliquer aujourd'hui, qui a pour objectif, de manière très pragmatique, à accompagner et à découvrir et surtout réfléchir à comment aborder ce marché américain ou nord-américain qui fait un peu rêver tout le monde, et souvent qu'on ne sait pas trop comment prendre. Voilà. Donc en fait, à cette demande, ça a accéléré effectivement la mise en place de ce programme, et je vais laisser la main du coup à Laurent, à la fois se présenter et puis vous expliquer son principe, et puis on réagira ensemble par la suite. Laurent. Merci Bertrand, merci pour l'introduction, merci à Nathalie, Bertrand et toute l'équipe Polypousse pour l'organisation. Je suis ravi d'être là avec vous ce matin. Merci à tous d'être là. C'est toujours agréable de voir une belle participation comme celle-ci. Sur un thème forcément qui nous est cher, parce que le marché nord-américain, c'est un domaine et un marché dans lequel on ferait tous les jours et sur lequel on apprécie de communiquer et de faire valoir ce que l'on peut faire. Juste très rapidement, donc pour me représenter brièvement, donc Laurent Satre, je suis français d'origine, originaire de Saint-Étienne. Ça fait 32 ans que je suis au Canada maintenant, je suis arrivé en 89. Et les 25 dernières années de mon activité professionnelle, je les consacre à l'accompagnement et à l'aide à l'implantation d'entreprises françaises sur l'Amérique du Nord. Réseauway, aujourd'hui, le cœur du réacteur de l'organisation est à Montréal. On a un centre d'affaires assez conséquent dans lequel on héberge aujourd'hui en moyenne entre 25 et 30 entreprises quotidiennement. On a une filiale à Toronto et une filiale aux États-Unis, à San Diego, avec 5 collaborateurs sur le territoire américain. À Montréal, on est 5 personnes et 1 personne à Toronto. Donc, effectivement, notre rôle est d'accompagner des PME sur leurs projets, de bout en bout, je dirais, de leur accompagnement, que ce soit au stade de la validation, de la structure commerciale, de la structuration commerciale jusqu'à l'implantation par filiale ou acquisition. Et pour ce faire, on a beaucoup de partenaires et de relais, que ce soit en France ou ici, avec lesquels on travaille
de manière très régulière, de manière très opérationnelle, à la fois pour apporter des accompagnements qui soient exhaustifs dans les contenus et dans le déroulé, et qui soient aussi, qui nous permettent de doter nos équipes de toute l'expertise et la compétence requise pour bien accompagner nos clients. Polyplus, pour nous, en France, est un partenaire de premier ordre, d'une part par sa compréhension des enjeux stratégiques quant à un développement international, et en termes de communion de valeurs aussi, on se rejoint assez bien, et sur les méthodologies de travail aussi. Donc, pour le sujet qui est celui que l'on aborde aujourd'hui, bon, c'est un vaste sujet, je vous le cache pas, c'est vrai que c'est toujours une gageure d'essayer de recentrer en 20-25 minutes les enjeux d'un marché qui est quand même assez important. L'idée aujourd'hui et ce matin, c'est vraiment de se focuser essentiellement sur les fondamentaux, qu'on baptise nous fondamentaux. Pour certains, vous allez avoir peut-être des éléments que vous maîtrisez ou que vous connaissez sans doute, pour d'autres peut-être moins. L'idée, c'est d'avoir une présentation à la fois transversale, mais aussi très concrète et pragmatique, parce que c'est un peu ce qui nous caractérise. On n'est pas trop, nous, dans le macroéconomique et dans les généralités et le cours magistral, c'est pas trop mon domaine à moi. Donc, on va essayer d'être le plus pragmatique possible dans cette présentation. On parle bien d'Amérique du Nord, combinant les USA et le Canada. On pourrait y ajouter le Mexique, qui fait partie de l'Amérique du Nord, mais c'est pas notre champ d'expertise et d'intervention. Les USA et le Canada, c'est un vaste marché, et un premier fondamental, en fait, je dirais, qui est souvent abordé d'emblée avec nos discussions avec nos clients, dans nos discussions avec nos clients, c'est le fait que aussi bien le marché américain que canadien ne sont pas des marchés qui peuvent s'appréhender dans leur globalité et de façon unilatérale. C'est deux pays, forcément, deux pays très différents, mais c'est surtout 60 marchés différents si on fait l'addition de 50 États américains additionnés à 10 provinces canadiennes. On force le trait en disant que c'est 60 marchés différents, mais pas véritablement dans le sens où chaque territoire, chaque région, chaque État, chaque province a ses particularités, ses singularités, qu'elles soient de nature réglementaire, parfois légale, ethnique, sur les usages de consommation, sur les codes d'usage en matière de développement d'affaires, et que aborder les US ou le Canada d'une seule traite est très ambitieux et souvent illusoire. Donc, ce que l'on recommande souvent, c'est effectivement d'arriver à recentrer ces enjeux sur une partie du territoire. Si on est sur une première entrée sur le territoire nord-américain, d'avoir les bonnes clés d'entrée sur le bon territoire pour pas se disperser et dépenser énormément d'argent pour des résultats qui seraient forcément aléatoires. Donc c'est bien important, c'est une phase importante qu'on aborde nous très vite avec nos clients, c'est de circonscrire le territoire et d'y aller pas à pas pour s'étendre plus globalement sur l'ensemble du continent. La deuxième clé est de forcément, mais quand je vous dis ça, j'enfonce une porte ouverte, quand on se développe sur un territoire étranger, extérieur, forcément la notion d'acculturation, d'adaptation, elle est prégnante et elle est forcément incontournable. On la respécifie ici pour différentes raisons. La première, c'est que, s'agissant notamment du Canada, vous êtes dans un environnement bilingue, avec deux langues officielles, que sont l'anglais et le français, et que la pratique et l'usage du français, notamment au Canada, amène souvent les entreprises à y voir un certain raccourci et un certain axe de facilité d'accès au marché. Et parfois, ça les fait un peu baisser la garde sur la façon de présenter leur offre et de la mettre en valeur pour leur pénétration du marché nord-américain via le Canada. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc, l'acculturation, qu'on commence par le Canada ou par les États-Unis, elle est extrêmement importante, de façon à vraiment localiser le message, comprendre les usages. On est sur des territoires naturellement empathiques, où les gens sont quand même faciles d'accès, très accessibles, plutôt chaleureux, plutôt très positifs, entrepreneurs dans l'âme, donc encourageants, et que cet accueil, cette convivialité, cette ouverture au dialogue, à l'échange, cette accessibilité, il faut savoir l'interpréter et je dirais l'adresser correctement en matière de pertinence de message et de ne pas brûler les étapes non plus s'agissant de convaincre que ce soit un partenaire, un client ou un interlocuteur local
à s'intéresser à votre offre. Donc l'acculturation, c'est un temps extrêmement important et ça je dirais, ça n'est pas lié à la taille de l'entreprise. On a accompagné des entreprises sur tous ces sujets-là, que l'entreprise soit petite ou très grande, très grosse. Et nos méthodologies et le processus suivi pour cette acculturation est le même, quelle que soit la taille de l'entreprise et quelles que soient ses ressources. C'est l'humilité qui va primer, une humilité qu'il va falloir rendre audacieuse, forcément, pour avoir du succès et une ambition sur le marché. Mais c'est l'humilité qui va garantir un succès, ou tout au moins une pérennité dans le développement d'activités sur le territoire. Donc ça, c'est des schémas qu'on a suivis aussi bien pour des clients comme Decathlon que pour des plus petites sociétés qui peuvent faire moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est la même logique. Deuxième fondamental, c'est le rapport au temps. Souvent, une entreprise qui veut se développer en Amérique du Nord, a souvent tendance à faire des plans d'affaires qui sont extrêmement courts en temps pour convertir et rentabiliser des opérations locales. Il n'est pas rare de voir, nous ici au Canada, des plans d'affaires où le chiffre d'affaires va être développé dans les 6 mois. Et partez plutôt du principe que les 12 premiers mois sont vraiment des mois d'investissement. Justement pour la phase d'acculturation, mais également de création d'écosystèmes locaux et d'adaptation, de mise en adéquation des messages, et de façon à tester et de se mettre en configuration réelle commerciale pour convaincre et être prêt pour se développer plus largement. Donc le rapport au temps est extrêmement important, et on a beau avoir la perception du marché nord-américain comme très moderniste, avant-gardiste et très dynamique, le temps de la décision n'est pas si rapide que ça. Donc toujours bien bien challenger votre business plan par rapport au temps que vous souhaitez, auquel vous souhaitez faire aboutir votre projet. Rapport à l'innovation, aussi très différent de ce que vous connaissez en France. Contrairement là aussi à une image d'Épinal qui situe un peu l'Amérique du Nord, encore une fois, comme très avant-gardiste et très moderniste, et à la fine pointe de tout, sans dire que c'est complètement le contraire, c'est quand même pas tout à fait la réalité. On est dans un environnement très conservateur, dans lequel l'innovation n'a pas du tout la même connotation que celle que vous pouvez avoir en France. En France et en Europe, il y a une tendance naturelle à vouloir innover, à vouloir investir pour accroître aussi bien sa productivité, son efficience ou son positionnement marché. Ce souci constant pour l'innovation, la performance et les gains de productivité sont très liés, et c'est culturellement ce qui va imprégner la notion d'investissement et d'innovation, est très lié au coût social, au coût fiscal et aux différentes charges que l'entreprise a en France et en Europe et en France en particulier. Vous avez un coût du travail qui est très pesant, qui est très impactant sur vos coûts de revient, ce qui amène les entreprises à investir régulièrement et à essayer d'annihiler ou d'occulter l'intervention humaine le plus possible. En Amérique du Nord, c'est pas du tout notre réalité. On a un coût de charge de 10 à 15% sur les salaires. On a une flexibilité à l'embauche et à la débauche de personnel. Donc, on embauche en période de croissance, on débauche en période de décroissance. Donc, il y a des variables d'ajustement avec lesquelles on peut conjuguer beaucoup plus facilement. Ce qui veut dire qu'il est plus difficile de convaincre une entreprise de changer une machine, de changer ses équipements pour éventuellement simplement un gain de simple productivité. Et si cette innovation, elle apporte pas vraiment un élément de différenciation de marché et un vrai gain de part de marché pour l'entreprise et que c'est objectivé, à ce moment-là, il est probable qu'elle ne s'intéresse pas à l'innovation proposée. Donc, bien avoir en tête que sous prétexte que c'est innovant, ça ne va pas forcément, je dirais, intéresser spontanément. Il va falloir creuser beaucoup plus pour comprendre les vrais déclencheurs dans les décisions du client. Ce qui m'amène au 4e point, la relation client, qui est un essentiel. La relation client, et c'est un terme très large. La notion de service, vous le savez, en Amérique du Nord est très importante, primordiale. La réactivité, la proximité, le service à la clientèle, l'expérience client et la relation à bâtir avec vos clients, elle est vraiment essentielle. Et elle ne peut pas se faire ni à l'économie, ni souffrir d'une quelconque approximation. Notamment déjà à l'étape de présentation de votre offre, souvent on va s'apercevoir que l'entreprise française va beaucoup mettre en valeur les caractéristiques de son offre et de sa technologie, ses avantages par rapport au marché, par rapport à ses concurrents. Mais là où le bât blesse, c'est souvent sur la caractérisation du bénéfice client. Qu'est-ce
qui fait en sorte que le client va s'intéresser à votre offre et quel est son bénéfice immédiat. C'est ce que le client nord-américain va chercher essentiellement. What's in it for me? C'est vraiment le bénéfice, et là-dessus, il va falloir bâtir une argumentation qui va nous amener, nous, au fil de notre travail, à décortiquer les outils marketing utilisés, les messages, à la fois les recortiquer de la bonne façon pour les rendre acceptables, pour que ce bénéfice client soit plus évident et plus pragmatique. Tout ça pour dire que on ne sera jamais assez recommandé d'être accompagné dans vos projets en Amérique du Nord. Vous avez la chance en France d'avoir une boîte à outils qui est extrêmement conséquente, aussi bien au niveau financier qu'au niveau partenaire et accompagnateur à l'international, qu'ils soient publics, institutionnels, parapublics ou privés. Les acteurs en développement international sont nombreux et peuvent vous aider à gagner beaucoup de temps, à bien prioriser vos actions et surtout à les cadencer dans le temps de la façon la plus adéquate. Donc, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner. C'est un essentiel, surtout dans des environnements où le gap culturel, même s'il n'est pas forcément si évident au départ, il est de toute façon très prégnant, où que vous alliez au Canada ou aux États-Unis. Ce que l'on recommande à la base, encore une fois, on est sur les fondamentaux, mais aussi sur ce que l'on a appris, nos expériences et nos véhicules, nos accompagnements clients depuis 25 ans. Il y a souvent une vision et une approche un peu réductrice du développement d'affaires ici en Amérique du Nord, qui est de trouver des clients, trouver des partenaires, des débouchés commerciaux immédiats, sans s'être attardé en amont au bon dimensionnement, à la bonne adéquation de l'offre par rapport au marché et à sa mise en œuvre. Donc, on revient toujours, nous, à la notion d'écosystème. Plutôt que de chercher des clients, des partenaires ou des relais de développement sur le marché, à la base, ce que l'on fait, ce que l'on s'efforce de faire, et c'est sur quoi on porte tous nos messages, c'est d'amener l'entreprise à se créer son écosystème vertueux d'affaires locales. Et ça pivote autour de quatre éléments sur le dimensionnement des activités, à savoir comment arriver à positionner de manière légitime, crédible et durable une proposition de valeur auprès du marché, sur des pratiques d'affaires qui soient recevables et parfaitement adaptées. 2, sur un territoire qui soit recentré, qui soit circonscrit. Je le disais en introduction, l'Amérique du Nord, c'est très grand. Indépendamment de vos ambitions ultimes, et il faut toujours se recentrer par rapport à l'activité qui est à positionner. Sur quel territoire il faut positionner en premier lieu cette offre et comment l'accompagner au mieux pour qu'ensuite, de ce premier territoire, on puisse dupliquer et que vous puissiez vous étendre plus largement sur le continent. Donc, la notion de territoire elle est très importante parce qu'on est sur des zones géographiques, je le disais tout à l'heure, qui sont très différentes les unes des autres, avec des capacités d'introduction plus ou moins simples. Les relations, c'est le troisième pilier de l'écosystème. C'est vraiment d'identifier avec vous et pour vous, en fait, les parties prenantes au projet, qui peuvent être de tous ordres. Et c'est pas seulement uniquement réduit à la notion de client ou de prospect. Vous avez un écosystème dans lequel vous pouvez capitaliser sur les bons influenceurs, les bons partenaires, les bons relais locaux qui vont permettre de dupliquer et d'infuser dans le marché. Il faut qualifier ces relations, les construire et les déployer. Et ça prend un peu de temps, et d'où le rapport au temps dont je faisais allusion tout à l'heure, parce que créer son écosystème, surtout sur cet aspect-là des relations, ben, ça prend du temps. On est effectivement le territoire, je dirais, très connu pour le réseautage. Le réseautage, c'est bien, mais on peut réseauter pendant des années sans jamais rien générer si on n'est pas capable de savoir comment réseauter pour contribuer de quelle façon auprès du réseau et qu'en attendre. Et enfin, le quatrième pilier, c'est les ressources. Comment arriver à détecter les talents, les expertises qui vont porter le développement ultimement, quelles sont les bonnes expertises et quelles sont les bonnes compétences qu'il va falloir mobiliser pour s'inscrire durablement dans un projet de développement en Amérique du Nord. Donc, fondamentalement, bâtir cet écosystème, c'est extrêmement important. Et cet écosystème-là va avoir une incidence et va avoir je dirais, un lien direct avec les 5 fonctions support de votre entreprise. Les 5 fonctions support qui sont, je dirais, communes à tout territoire et à tout marché, qui sont du juridique, du marketing,
commerce, des opérations, des ressources humaines et des finances. Je vais être relativement bref sur l'énumération de chacun d'entre eux, parce que je pourrais faire quasiment 1 heure sur chacun des thèmes. C'est des dimensions très importantes parce que ça touche à la fois la culturation, mais également des moyens et des ressources que vous devrez mettre en place ou une approche que vous devrez structurer à ces égards-là. Juridique, il est extrêmement important de considérer qu'en Amérique du Nord, votre premier partenaire, votre premier collaborateur, c'est votre avocat. Donc ça, c'est une donnée essentielle. Ne voyez pas dans l'avocat en Amérique du Nord le fait d'avoir quelqu'un uniquement recentré sur le litige ou sur la problématique légale. Le juriste, l'avocat, ici, c'est un vrai partenaire qui va vous aider dès le départ, que vous créiez une société locale ou que vous ayez à transiger avec un partenaire pour de la négociation contractuelle ou d'encadrer de la propriété intellectuelle ou de recruter localement du personnel. L'avocat est votre conseiller. Et c'est ce partenaire, ce collaborateur qui va vous aider à structurer dès le départ correctement l'ensemble de votre chaîne de valeur sur le territoire nord-américain sans avoir à rétropédaler a posteriori et éventuellement avoir beaucoup d'argent à dépenser, là encore, à mauvais escient. Deuxième point, le marketing commerce. Il est clair que la notion de marketing est prégnante chez nous. Le commerce, c'est quelque chose qui est omniprésent. On est nous plus dans le B2B que dans le B2C. Mais ici, le geste de consommation, c'est le deuxième réflexe naturel après la respiration. Les gens consomment énormément, donc sont très sollicités. Les messages donc sont importants à bien caractériser, à bien dimensionner. La relation au commerce, au marketing, elle est omniprésente dans le sens où les gens ont l'habitude d'être sollicités et de se faire approcher. Il y a un rapport à la consommation qui n'est pas du tout le même qu'en France, parce qu'il y a un rapport au crédit qui n'est pas le même du tout. Les gens achètent beaucoup parce qu'ils sont aussi très endettés et utilisent beaucoup leur carte de crédit pour consommer. Donc ça, c'est des usages qu'il faut avoir en tête. L'usage de la carte de crédit qui n'a rien à voir avec la carte de crédit que vous avez en France. En France, vous avez une carte de crédit qui est afférente à votre compte courant. Et donc, l'argent que vous dépensez sur votre carte de crédit est prélevé sur votre compte courant, différé, mais prélevé quand même sur votre compte. Ici, c'est complètement différent. On vous attribue une ligne de crédit. Donc, vous avez une ligne avec Visa, vous pouvez avoir une ligne avec Mastercard, vous pouvez une ligne avec Amex, vous pouvez tout combiner en même temps. Vous pouvez même avoir plusieurs Visa, plusieurs Mastercard, plusieurs Amex, ce qui vous amène dans une logique d'hyperconsommation parce que les gens ont accès à l'argent. Ils peuvent dépenser beaucoup. Par contre, il y a la logique qui s'associe à ça, qui est celle de la capacité pour le commerçant à être capable de gérer les retours, parce qu'on a des politiques de retour de marchandises, on a des politiques de service à la clientèle qui imposent aussi une vigilance et une discipline extrêmement forte. Donc, c'est quelques éléments que je survole, mais sachez qu'il y a des fondamentaux qui sont très différents sur la façon de faire du commerce et du marketing. Sachant qu'en marketing ici, et sur les messages commerciaux, on va vraiment directement au but et on ne conceptualise pas, on va vraiment à l'essentiel pour que le message soit clair, direct et générateur de décisions rapides. Sur les opérations, je ne vous cache pas qu'étant un très grand territoire, lorsque vous mettez en place des opérations commerciales locales, attendez-vous à avoir forcément des coûts logistiques importants, des coûts de prospection importants. Le territoire est extrêmement étendu. Et encore sur les US, vous avez 350 millions d'habitants sur les US et puis vous avez une forte densité de population sur l'ensemble du territoire. Le Canada, c'est pas du tout la même chose. Vous avez 37 millions d'habitants sur un territoire qui fait 20 fois la France. Un commercial qui commence son activité, que ce soit au Québec, en Ontario ou ailleurs, lui demandez pas de faire 8 à 10 rendez-vous dans la journée parce que ce sera pas réaliste. Donc, de par l'étendue du territoire et la densité de population et de clients. Au niveau ressources humaines, là aussi, on a nos contraintes et nos réalités, avec une rareté de la main-d'œuvre, une raréfaction de la compétence et un marché du travail qui est extrêmement tendu. Donc, les enjeux ici sont, oui, de recruter, c'est une chose, mais ensuite d'assurer la rétention des compétences dans les organisations. Et c'est un sujet sur lequel les entreprises mettent beaucoup d'efforts, d'emphase et investissent beaucoup. Sachez que le recrutement aussi a ses particularités ici, est beaucoup plus rapide en termes de processus, parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe de perdre de bons candidats si le processus de recrutement est trop long. Donc les RH, c'est vraiment un sujet en soi, ce qui serait passionnant de continuer d'aborder, mais je ne veux pas trop du temps, parce
on n'aurait pas assez de temps. Et au niveau des finances, là peut-être, il y a certaines idées reçues qui seraient peut-être bon de moduler. Les entreprises françaises ont le sentiment que les banques sont plus dociles, plus à l'écoute et plus accessibles ici, en Amérique du Nord. Ne vous faites pas d'illusions sur le sujet parce que c'est pas le cas. Vous n'aurez pas forcément plus d'écoute ou de tolérance de la part des banquiers ici que vous n'en avez en France, peut-être même moins à certains égards. Par contre, ce que vous aurez, c'est des coûts et des frais extrêmement élevés au niveau bancaire, au niveau financier. Les coûts de transaction sont beaucoup plus élevés que ce que vous pouvez rencontrer en France. Je vous donne un exemple. Vous voulez une liasse de chèques, ça va vous coûter à peu près $150 pour votre carnet de chèques. Il faut l'acheter, le carnet de chèques. Donc, vous l'achetez, vous le commandez. Et après, vous avez un coût d'opération par chèque émis. Donc, dépendamment des banques et des succursales, là, vous allez avoir un coût additionnel. Donc, en fin de mois, quand vous faites l'état de vos frais financiers, frais bancaires, vous allez vite réaliser que finalement, le réseau bancaire français, il n'est pas si mal. Voilà, donc, comme l'a mentionné Bertrand, l'idée aussi, c'est d'amener le sujet de discussion de notre programme Amnor Online, qui est un programme recentré, en fait, d'accompagnement et d'aide au développement sur le marché nord-américain, qui est un programme qui s'adresse forcément à toute entreprise qui a un intérêt et une volonté de se développer en Amérique du Nord. C'est vraiment une méthode d'appropriation des enjeux, très personnalisée, très adaptée aux réalités et aux problématiques de chaque entreprise, et qui se décline en 3 phases. Une phase de cadrage des enjeux et de définition de la feuille de route, donc, qui va se dérouler sur 2 à 3 semaines, nous en contact direct avec et l'équipe Polyplus et Réseau en contact direct avec l'entreprise. Une phase 2 de prospection et de qualification des interlocuteurs et des partenaires ou autres interlocuteurs à rencontrer sur le territoire nord-américain. Et une phase de restitution, de définition stratégique sur le comment adresser et déployer ces opérations plus massivement sur le territoire, suite au review, suite au cadrage d'enjeux, suite à la prospection et à la définition des priorités. Mais ça, on pourra rentrer un peu plus dans le détail. En résumé, ce que l'on vous propose avec l'équipe Polyplus, c'est forcément, oui, de vous accompagner sur la durée, quelle que soit la maturité de votre projet, qu'il en soit au stade de la réflexion, de l'idéation, ou alors que vous en soyez au stade vraiment de la mise en œuvre en application, voire au-delà de la conversion et de l'implantation. On est là pour vous aider et répondre à vos questions. Et c'est le moment que personnellement je préfère le mieux, c'est la période des questions et de l'interaction avec vous. Donc, Bertrand, toi, tu as peut-être des choses à ajouter ou avant qu'on Non, c'est vrai que les questions, c'est quand même le mieux. Alors, donc, ce que je vous disais, s'il y a des questions, c'est vraiment de les poser dans l'onglet questions. Si quelqu'un veut vraiment prendre la parole, et d'ailleurs, ça pose aucun problème, juste de le mentionner dans le chat ou questions, et puis moi, je lui donnerai. Moi, juste en complément, là, pendant que vous réfléchissez potentiellement à vos questions, vous l'avez compris, hein, pour ceux qui aussi connaissent Polyplus, il y a vraiment des synergies dans l'approche et le mindset avec RéseauWare. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Laurent, à la fois on s'entend bien humainement, mais surtout on met ça au service des entreprises. Le but, c'est de faire du concret pragmatique. J'aime bien définir ce programme Amnor, vous avez ici, comme presque une sorte de go-no-go. En fait, l'idée, Laurent l'a dit, aller en Amérique du Nord, c'est pas simple. Moi, je l'ai vécu à titre personnel, hein, dans ma société précédente. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, vraiment, ce module, en fait, il fait gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est efficace, qui se fait à peu près en 3 mois, hein, Laurent. Et il va vous permettre vraiment de sonder, de concrètement savoir si vous êtes prêt. Si vous l'êtes, c'est à quel moment, comment et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et si vous ne l'êtes pas, c'est au moins savoir pourquoi et de savoir ce qu'il vous reste à faire concrètement pour y aller, quoi. Et voilà, donc le tout en plus, on va dire de manière, on va dire assez rapide à mettre en place. Voilà. Donc je sais pas. Donc il y a une question. Une question. Effectivement, comment la technologie et le savoir-faire français sont-ils perçus en Amérique du Nord? En règle générale, la technologie, le savoir-faire français ont plutôt bonne presse et sont très reconnus comme je dirais des hauts niveaux d'expertise, de connaissances, de formation. Parce que les structures de formation quand même ont belle réputation. L'ingénierie française est très réputée. Dans l'IT aussi, beaucoup d'entreprises IT
sont implantés en Amérique du Nord et ont beaucoup de succès. Donc, il y a vraiment une belle image, une belle aura autour du savoir-faire français. Après, il faut rapidement convertir cette marque d'intérêt ou cette perception positive par un pragmatisme et par, encore une fois, une acculturation et une bonne mise en équation de cette technologie au marché. Parce que souvent, l'approche française vient plutôt de la technique directement au marché, alors que le nord-américain, il aura plutôt la propension de partir du marketing pour aller développer un marché. Et ce marketing-là, cette capacité à rendre acceptable, recevable et lisible une offre, une technologie par le marché, fait souvent défaut. Donc, d'avoir un discours qui soit moins technique, mais plus commercial, plus direct, plus simple, plus minimaliste à la limite, quitte à un petit peu minimiser la portée de l'offre ou de la technique, mais c'est vraiment important pour vulgariser, pour la rendre recevable et acceptable. Mais sinon, globalement, la réputation est excellente. Il y a une deuxième question là, Laurent, c'est de Sarah. Comment le marché nord-américain influence le marché français? Il l'influence forcément, je dirais, par les usages et par, je dirais, la capacité à rendre acceptable une technologie puis à la diffuser massivement. Parce que ils sont quand même assez forts pour ça, hein, à partir du moment où la technologie, elle est à maturité, sa massification est beaucoup plus rapide. Donc, il y a cette capacité probablement à favoriser, à rendre plus facile un développement d'une nouvelle techno si elle est vendue d'une certaine façon ou sur des standards. Encore une fois, je reviens à des notions de marketing, mais de façon plus à l'écoute du client, vraiment orienté client, orienté bénéfice client. Et c'est ce qu'apporte peut-être la dimension américaine ou nord-américaine dans l'approche très pragmatique, très orientée client en fait, et très orientée service. Donc l'approche nord-américaine influence, je dirais, sur l'aspect qu'est-ce que c'est que le service à la clientèle, un bon service à la clientèle. Moi, je peux vous donner des exemples très concrets. Hein. J'étais en France il n'y a pas très longtemps. J'ai dû appeler pour différentes raisons des services de téléphonie mobile et de télécommunications. J'ai appelé nos amis, enfin vos amis d'Orange, SFR, etc. Je vous cache pas que la façon dont on se fait parler chez vous par le support à la clientèle, non seulement c'est inacceptable, et ça serait inacceptable ici, mais ça serait inimaginable. Inimaginable de se faire répondre de cette façon-là, d'avoir cette nature de service ici, où ici vous avez une vraie empathie. Et vous pouvez être en colère, vous pouvez être insatisfait, mais la personne en face de vous va rester empathique, va rester à l'écoute, va rester réceptive pour apporter une solution et pour ne pas vous perdre comme client. Moi, j'ai fait l'exercice tout à fait contraire en France à ce niveau-là. Donc, la notion de service, la notion de l'expérience client, elle est vraiment importante. Elle est vraiment importante et c'est ce qu'amène, je pense, l'Amérique du Nord, ou tout au moins l'esprit nord-américain sur les entreprises en France. Ok. D'autres questions, soit par le chat ou plus facilement sur l'onglet questions? Je sais qu'il y a une question qui est souvent posée, dépendamment là encore, du stade de maturité, de votre appréhension d'un développement en Amérique du Nord. C'est celui de savoir par où commencer, en fait. Par où commencer? Est-ce que je commence par le Canada? Est-ce qu'on commence par les États-Unis? Est-ce qu'il y a des recommandations à cet égard-là? Et là, à cette question, ma réponse est un peu toujours la même, c'est qu'il n'y a justement pas de bonne réponse. Parce qu'on peut avoir des tas de cas que je pourrais vous énumérer, qui ont commencé par le Canada, d'autres par les US, d'autres les deux en même temps, une partie du Canada, enfin bref. Je dirais, en fonction si on parle d'un premier développement, vraiment d'essayer de mesurer la réceptivité du marché, d'adapter, le temps d'adaptation de l'offre et de la challenger par rapport au marché, je recommanderais plutôt d'y aller par le Canada. Parce que c'est un marché qui est plus permissif, qui est plus à échelle humaine et de petite dimension, avec une empathie naturelle du milieu des affaires, à l'écoute de ce qui vient de l'Europe et plus réceptif, plus disponible, et donc plus à même d'échanger, de contribuer et d'apporter de la matière à l'entreprise pour faire évoluer son offre ou l'adapter. C'est pas forcément ce que vous aurez en allant direct vous confronter aux États-Unis.
que là, on est dans des environnements de prospection qui sont un peu plus brutaux, où il faut convaincre tout de suite, ils n'ont pas de temps à perdre, et qu'il faut faire bonne impression tout de suite et être convaincant tout de suite. Donc, si votre message il est mal préparé, pas encore tout à fait ficelé, c'est un marché qui ne supporte pas l'approximation. Donc, et cette approximation, elle peut coûter extrêmement cher. Parce que le marché américain, vous le savez, c'est un marché qui est, en bon québécois, qui est très dispendieux à développer. On est en moyenne sur des coûts d'opération, d'exploitation de 30 à 40% de plus qu'au Canada, ça c'est sûr. Et dépendamment de certains États, c'est encore plus. On est sur des coûts salariaux qui sont très importants, des coûts marketing qui sont très importants. Donc, il est recommandé, effectivement, d'y aller pas à pas, sauf à avoir déjà une offre avec laquelle vous avez déjà un historique d'affaires, où il y a eu des conversions, il y a un historique et une légitimité commerciale qui est déjà établie. Si c'est le cas, à ce moment-là, oui, il n'y a pas de contrainte particulière à ne pas aborder les US. Rapport, juste en complément par rapport attendez, hop, une question. Donc, peut-on imaginer une conquête aux USA avec une approche commerciale purement digitale, sans grosse présence sur place? C'est une question intéressante. C'est intéressant, ça dépend forcément de la nature de l'offre digitale. Je reviens toujours à la notion de service. Quelle que soit la nature de l'offre, un Nord-Américain est extrêmement demandeur de proximité et de réactivité. Quand vous faites une prospection aux US, la première question qu'on vous pose, c'est vous êtes où? Vous m'appelez d'où? À quel endroit? Etc. Déjà, si on l'appelait du Canada, déjà c'est le bout du monde. Mais il accorde une grande importance à la localisation, de façon à étalonner un peu le degré de proximité qu'il aura avec son fournisseur ou son partenaire. Donc, la localisation du service à la clientèle et je dirais, du service qui va lui être fourni, elle est importante. D'emblée, vous mettez quand même un obstacle si vous mentionnez que toutes vos opérations sont localisées en France et seulement en France. Donc ça, c'est clair que ça peut être, sans dire rédhibitoire, mais ça peut être un frein important. Après, je dirais que vous pouvez tout à fait localiser une partie de vos activités via un partenaire local ou interfacer avec des ressources qui ne seraient pas forcément trop lourdes en investissement au départ. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un point d'ancrage local, un référent local pour vraiment légitimer votre offre, pour je dirais la localiser Nord-Amérique, et pas être perçu comme une société française qui fait affaire à distance et qui en soi peut être un obstacle. Je ne parle pas des aspects linguistiques et de la capacité à très rapidement répondre en anglais, dans un anglais fluide, spontané et précis, parce que ça aussi, ils feront l'effort une fois, ils ne le feront pas deux. Ok, merci Laurent. Je revenais sur le côté, là, sur le programme, là, c'est ce que tu as mentionné, à la fois les US et le Canada. L'intérêt aussi de ce module qui est en ligne, voilà, simple et en ligne, c'est qu'il permet aussi d'éviter les déplacements, ça vous l'avez compris, dans un premier temps, ce qui fait quand même gagner et du temps et de l'argent, mais surtout qui permet aussi d'adresser en fonction de vos besoins, de votre marché, de l'expertise aussi de réseau là-dessus, plutôt d'aller quand même faire quand on parle de cadrage et puis quelques rendez-vous, ça peut du coup être à la fois au Canada, mais aussi pourquoi pas sur la côte ouest des États-Unis où vous êtes, ou d'autres villes. Voilà, donc ça c'est intéressant parce qu'on se limite pas le champ d'aller faire au départ un voyage exploratoire uniquement par exemple à Montréal, quoi. Donc ça c'est intéressant par rapport aux distances sur cette étape ces trois étapes. Moi, ça donne une vraie agilité géographique. Ce qui est très très important, c'est que cette période de cadrage qui dure 3-4 semaines, durant laquelle nous on va faire une séance de travail de 3-4 heures avec l'entreprise, c'est bien de caractériser les enjeux. Et pour caractériser les enjeux, on va questionner, on va challenger l'entreprise sur toutes ces dimensions. Et pour nous, il n'y a pas de question taboue, mais on va aborder tous les sujets. Et pas uniquement le sujet commercial, on va aborder le sujet des ressources humaines, de l'organisation interne, d'où origine le projet nord-américain, par qui il est porté en France dans l'entreprise, quelle communication se fait au sein de l'entreprise au travers de ce projet et comment il est porté à l'image de la corporation, quel est le degré de connaissance que l'entreprise a du marché, les réseaux dont elle dispose, les clients qu'elle a pu éventuellement convertir. On va mesurer vraiment sur un grand nombre de chapitres et un grand nombre de questions
quelles sont les carences et où sont les trous dans la raquette. Et c'est ces carences-là qu'on va venir combler dans la deuxième phase en apportant des solutions qui sont des solutions à apporter prioritairement si on veut que le projet aille de l'avant. Et les enjeux en question, ils ne sont pas forcément commerciaux. On va s'apercevoir que la priorité, c'est peut-être pas de trouver un client, c'est d'articuler l'offre au préalable, de challenger un certain nombre de dimensions au projet qui sont importantes, sans quoi le projet ne peut pas aller de l'avant. Et ça, encore une fois, ça peut être sur des aspects réglementaires, de propriété intellectuelle, sur des questions, je dirais, de disponibilité de main-d'œuvre locale, d'expertise locale, de RH disponible et autres. Donc, il y a plein de dimensions qu'on aborde pendant cette définition des enjeux, qui nous amène ensuite en phase prospection pour monter un programme de rencontre avec des interlocuteurs qui sont très qualifiés, qui sont motivés et intéressés par un échange avec l'entreprise et qui vont faire progresser l'entreprise. Parce que l'idée, c'est de monter aussi en compétence sur la connaissance du marché et sur la façon de s'adresser à ce marché-là avec la bonne boîte à outils qui soit constituée, qui puisse être activée par la suite. Et ensuite, la restitution à la phase 3, c'est vraiment la définition stratégique et le plan d'action pour déployer les moyens qu'on a caractérisés pendant les 2 premières phases. Il y a une question, Laurent, là, de Benjamin. Parler des clients français et de la réussite française est-elle une bonne stratégie en Amérique du Nord? Ça, c'est intéressant parce que… Si les clients en question ne sont pas en Amérique du Nord, ça n'aura pas d'impact. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Il faut que le client il arrive à recoller ça par rapport à sa réalité. Il y a des tas d'entreprises qui travaillent avec des grands groupes en France qui ne sont pas forcément présents en Amérique du Nord. Oui, ça parle beaucoup, c'est les grandes enseignes qui sont sans doute connues aussi par les acteurs américains, mais ça ne sera pas un déclencheur de décision et pas forcément un facilitant. Encore une fois, s'il n'arrive pas à recoller ça à son marché et à sa réalité, il va l'entendre, mais ça ne va pas forcément avoir un impact sur sa décision. Ce qui peut être souvent recommandé et recommandable, c'est que si vous avez des clients français présents effectivement à l'international et notamment en Amérique du Nord, c'est souvent une première étape intéressante d'aller solliciter ces filiales-là ou ces représentations de ces groupes sur le territoire, avec si possible une recommandation de la maison mère pour déployer l'offre et éventuellement convertir un premier contrat. C'est arrivé à pas mal de nos clients. C'est une démarche qui peut être tout à fait recevable, mais il va falloir convaincre localement. Intéressant, et je confirme. Ok, bah écoutez, on est dans le timing. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si quelqu'un veut prendre la parole, ou c'est tout bon? On a quasiment passé le temps. Moi, juste simplement, en conclusion, avant de vous remercier et remercier Laurent, un petit point dernier, je l'ai mentionné avec le logo France Relance. Et c'est vrai que Laurent l'a dit, on a en France la chance d'avoir pas mal d'aides, à la fois dans l'accompagnement et d'aide sur la partie export. Donc, vous le savez certainement, mais il y a tout un programme de France Relance qui est fait notamment avec des chèques export qui permettent, et ça a été reporté en plus jusqu'en 2022, qui permettent d'avoir 4 fois 2 000 € justement pour financer ce type de prestations. Voilà, donc bien évidemment, Réseauway est éligible à ça. C'est intéressant parce que du coup, ça peut être quasiment pris en charge en fonction là de ce que vous ferez, mais pris en charge effectivement par ça. Et ça permet justement voilà de pouvoir rapidement avoir des idées pour la suite. Alors évidemment, ça prend pas tout, et si après il y a une volonté de s'implanter, il y a en France aussi plein de dispositifs, hein. Enfin, vous les connaissez certainement, les VIE, il y a aussi tout ce qui est accompagnement commercial à l'international. Enfin, il y a pas mal de choses. Enfin, en tout cas, ça, on est aussi bien aguerri là-dessus. En tout cas, de manière très concrète et pragmatique. Et pour une fois, je précise, je dis pour une fois, c'est un dispositif qui est très simple, voilà, qui ne demande pas 3 heures ou une demi-journée de paperasse. C'est très, très, très pragmatique et voilà, donc ça marche bien, je le précise. Non, je pense qu'une fois encore, vous avez un dispositif financier à votre disposition qui est majeur et très important. Effectivement, bon, on a nos collaborations historiques avec BF, avec Business France et avec BPI. Il y a Marie Bourdeau qui est là d'ailleurs, je crois, qui assiste au webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher des équipes de Business France et de la BPI. On est labellisé aussi pour tout ce qui touche à l'assurance prospection
et l'assurance prospection accompagnement. Donc, c'est des leviers, comme vous disait Bertrand, qui sont de plus en plus simples à activer avec des équipes qui réagissent très vite et qui sont à votre disposition. Et c'est vraiment, ce serait vraiment dommage, voire un tort de pas en profiter. Donc, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ajoute que dans notre logique à nous, c'est vraiment d'être très disponible. Donc, moi, j'adore notamment, comme Bertrand, échanger avec des entrepreneurs et puis des entreprises qui ont des projets. Donc, quand bien même vous décidez puis qu'il n'y ait pas forcément de continuité dans une collaboration entre vos sociétés RSOS, c'est pas grave parce que c'est toujours enrichissant mutuellement de partager de l'information et de mieux se connaître. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ultérieurement ou un besoin d'échange. Pour ma part, je suis à votre disposition. Parfait, merci beaucoup Laurent. Écoutez, merci à tous. Donc, ça a été enregistré, donc il y aura un replay, à la fois pour ceux qui souhaitent le réécouter et puis pour ceux qui potentiellement n'ont pas pu être là. Voilà, donc comme Laurent l'a dit, on reste à disposition, vous avez nos coordonnées. Voilà, écoutez, merci à tous, très bonne fin de journée. Encore merci Laurent, bonne journée pour toi. Et merci à tout le monde. À très bientôt. Merci pour l'organisation. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.